on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je crois vous attendez avec impatience. On va être aujourd'hui sur une vidéo avec mes 10 sagas Cozy Mystery en cours. J'ai volontairement choisi de ne pas appeler cette vidéo mes Cozy Mystery préférés, tout simplement parce que je ne les ai pas tous lus. Enfin, vous me direz, je suis capable de faire des top thrillers et polars, alors que bien évidemment je n'ai pas lu tous les thrillers et polars qui existent, mais c'est très difficile de choisir étant donné qu'il y en a énormément des Cozy Mystery. Et à la fois, il n'y en a pas autant que des polars et des thrillers, donc je suis incapable de vous dire que c'est mes préférés de tous les temps parce que je ne les ai pas tous lus et donc je ne peux pas comparer. Mais je vais essayer de vous parler de tous ceux que j'ai lus et que donc je vous recommande, sinon ils ne seraient pas dans cette vidéo. Et voilà, on commence de suite. Ma saga préférée de tous les temps, je pense que c'est un secret pour personne, c'est Rendez-vous avec le crime, en l'occurrence, c'est le premier tome. C'est la saga des détectives du Yorkshire, écrite par Julia Chapman. Cette saga, pour l'instant, il y a 6 tomes qui sont sortis. Le 7e devrait sortir en fin d'année. Et c'est un véritable régal. J'ai lu les 4 premiers, il me reste donc le 5e et le 6e et celui qui va sortir. Je vous montre à chaque fois les premiers tomes parce que ça sert à rien que je vous montre la totalité, puisque si vous devez démarrer, vous allez commencer par celui-ci. Donc le premier, c'est Rendez-vous avec le crime, et en fait, sur toute cette saga, nous allons suivre 2 personnages, Delilah et Samson, qui évoluent à Bruncliffe. Donc Bruncliffe, c'est un petit village du Yorkshire. Le Yorkshire, c'est une province d'Angleterre très humide. Il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de brouillard, il y a des moutons, on est véritablement à la campagne. Et dans ce village de Bruncliffe, alors je vais essayer de repartir du début pour ne pas spoiler. On va suivre donc Samson et Delilah, qui sont 2 personnages que tout oppose a priori, mais ils vont finir par se retrouver liés parce que tous les deux détiennent un commerce. Delilah, elle, détient donc l'agence de rencontre des Vallons, donc ARV, qui est donc, comme son nom l'indique, une agence de rencontre matrimoniale. Et Samson, lui, est un ancien policier qui s'est reconverti en détective, et donc il a l'agence de recherche des Vallons, ARV aussi. Et donc leur histoire va partir de là, d'une espèce de petite querelle parce que ils se font concurrence en termes d'acronymes. C'est bien acronyme qu'on dit, je crois que oui. Bref, et donc ces 2 personnages vont évoluer ensemble, alors en se querellant pas mal, mais vont finalement être amenés à travailler ensemble pour élucider un meurtre qui aura eu lieu sur la commune de Bruncliffe, dans le petit village d'Angleterre. Et donc on va suivre ces 2 personnages, on va suivre leur évolution. Et cette atmosphère, moi, c'est un véritable régal quand je lis cette saga. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un village où tout le monde se connaît, où il y a énormément de ragots, où on est beaucoup sur un tel a vu faire un tel, donc les rumeurs vont bon train, on pense que c'est pas une personne digne de confiance, etc., etc. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de ragotage, et Samson et Delilah vont essayer de faire un petit peu la part des choses, sachant que c'est tous les 2 des enfants du pays qui ont grandi dans ce village. Donc voilà, on a toute cette atmosphère autour et c'est un véritable régal. Moi, je vous le conseille vraiment pour l'automne parce que, comme je vous le disais, c'est une lecture humide, clairement. On est au milieu des prés, au milieu des champs, avec les fermiers qui s'occupent des moutons, avec de la boue jusqu'aux genoux, minimum. Et voilà, et cette atmosphère, elle est incroyable. Moi, j'adore cette saga et c'est toujours un plaisir de me plonger dedans. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur dont je vous parle quand même assez régulièrement. Il fallait quand même que je lui consacre quelques minutes. La seconde saga que j'aime beaucoup, alors à partir de là, je vais essayer de plus trop classer parce que c'était vraiment Rendez-vous avec le crime qui est ma saga phare. Mais j'en ai plusieurs qui arrivent après.
La seconde, je dirais, c'est Les Dames de Marlowe Enquête, donc sortie à La Martinière, aux éditions de La Martinière, écrit par Robert Thorogood. Et donc, dans cette saga, c'est le premier tome, il n'y en a qu'un seul qui est sorti pour l'instant. On va suivre Judith, qui donc a 77 ans, dans la petite ville de Marlow, en Angleterre aussi, qui va être témoin d'un meurtre, le meurtre de son voisin. Et donc elle va décider d'enquêter sur ce meurtre parce que personne ne la croit. La police fait son travail mais elle patauge un petit peu dans la semoule. Et donc Judith va essayer de démêler le vrai du faux. Et pour ça, elle va s'allier avec deux autres femmes aussi extravagantes les unes que les autres pour mener à bien cette enquête. Et on a beaucoup d'humour, on est vraiment dans un cozy mystery. Il rassemble vraiment tous les codes du genre puisque donc on est en Angleterre. On a des personnages assez drôles qui vont enquêter ensemble. Et on est dans une ambiance assez cosy, on parle de thé, bon, on parle un petit peu de whisky aussi parce qu'elles sont un peu portées sur la bouteille, les jolies dames. Mais on est dans une atmosphère très 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 agréable, avec beaucoup d'humour, avec une enquête qui est très très bien ficelée, j'ai trouvé. Et beaucoup de suspense. Dès les premières pages, c'est très addictif. On est plongé directement dans le vif du sujet. Donc, je vous le recommande aussi très chaudement. La troisième saga que j'adore, c'est les enquêtes de Loveday et Ryder de Faith Martin. Donc, celui-ci, c'est le premier tome qui est suivi par Un pique-nique presque parfait, par Meurtre en coulisses et par Le secret de Briar's Hall qui a une couverture verte que je n'ai pas avec moi. Il est dans ma pile à lire de l'autre côté. Celui-ci, c'est donc le premier tome, Le Corbeau d'Oxford. Et dans cette saga, nous allons suivre deux personnages, donc Loveday et Ryder. Trudy Loveday est une jeune policière, elle est fraîchement arrivée au sein de la police. On est en 1960, donc les femmes policières, ça ne court pas les rues et les mentalités sont encore bien ancrées dans les traditions passées, à savoir les traditions masculines concrètement. Et donc Trudy vient d'arriver dans la police. Et Ryder est un ancien médecin légiste qui s'est reconverti en coroner, donc une sorte de juge qui décide de mener une enquête et de mener des auditions si les circonstances d'une mort ne sont pas claires. Concrètement, je pense vous avoir un peu résumé ce qu'était un coroner sans trop rentrer dans le détail. Et ces deux personnages-là vont évoluer ensemble pour leur première enquête, puisque donc un meurtre a été commis sur la personne de Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région. Et donc, Trudy va être écartée de l'enquête forcément, parce que c'est une femme, parce que c'est une stagiaire, parce que c'est une femme, donc elle est incompétente. Et à sa place, on va... enfin, comment dire? Non, pas à sa place. À la place, tout court, on va la charger d'assister le docteur Clément Ryder dans ses différentes auditions et son enquête sur une affaire qui a été classée, qui n'a rien à voir avec la mort de cet industriel-là. Et en fait... de fil en aiguille, cette enquête classée qu'elle va rouvrir avec le docteur Clément Ryder va la mener sur d'autres pistes et il se pourrait bien qu'il y ait un lien avec la mort de ce riche industriel. Et en fait, ce qui est très agréable dans cette saga, c'est ce duo de personnages qui est plutôt atypique puisque donc déjà en termes de génération, c'est plutôt l'opposé. On a donc Trudy, comme je vous le disais, qui est relativement jeune et à l'inverse, le docteur Clément Ryder qui lui est en fin de carrière, qui est plutôt âgé, avec une santé qui décline un petit peu. Et il y a un côté très agréable à ce duo parce que ils vont évoluer ensemble, plus ou moins d'égal à égal, avec le docteur Clément Ryder qui va apprendre un petit peu les rouages du métier à Trudy, qui est plutôt jeune, insouciante, assez naïve aussi parfois, mais son insouciance et sa naïveté vont aussi permettre certaines avancées à l'enquête, donc
c'est un duo qui fonctionne plutôt bien et ça a été un plaisir jusqu'ici de les retrouver sur les 3 tomes que j'ai lus. Ça, c'était donc la 3e lecture. Et la quatrième, c'est Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Flux. C'est un tome 1 aussi. Et ici, on va suivre les enquêtes d'Anna Swenson. Alors, on est dans un tout autre registre avec cette saga, puisque contrairement au genre du cozy mystery, ici, on est aux États-Unis. On est dans les années 2000, je crois, ou les années 90, même si je vous dis pas de bêtises. On est donc aux États-Unis, ce qui diffère énormément de tous les cozy murders qui se passent généralement en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse, enfin bref, au Royaume-Uni, en gros. Et ici, donc, on est aux États-Unis. On va suivre Anna. Anna, qui est une pâtissière. Elle a sa propre boutique qui s'appelle le Cookie Jar, qui est un petit peu le point central du village dans lequel elle habite. La ville s'appelle Eden Lake, pardon. Et en fait, Anna va être confrontée, malgré elle, à un meurtre qui va être commis dans sa ville. Et surtout qui va être commis pas très loin de la boutique de cookies qu'elle tient. Et donc, elle va décider d'enquêter. Elle va enquêter, on va dire, à la place de son beau-frère, Bill qui est un inspecteur de police et qui va un petit peu utiliser le réseau d'Anna, puisque donc Anna, au sein de sa boutique, reçoit tellement de clients. C'est un lieu où les gens viennent pour se sentir bien, pour manger des pâtisseries, boire du café et discuter entre eux et papoter, ragoter. Et donc Bill a bien compris ça et va essayer d'avoir par Anna des informations et des ragots sur l'identité du meurtrier, essayer d'enquêter. Et donc Anna va s'investir de cette mission avec beaucoup d'entrain et elle va participer à la résolution de l'enquête. Et en fait, clairement, cette saga, c'est une de mes sagas chouchoutes, une très belle découverte en termes de cozy murder qui change de ce qu'on a l'habitude de lire et de voir, tout simplement parce que donc ça se passe dans les années 90-2000, je crois, comme je vous le disais, et en fait, à cette époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui, on enquêtait un petit peu à l'ancienne. Et forcément, ça a un charme un petit peu particulier. On a aussi cet univers très gourmand autour de la pâtisserie, puisque donc on a des recettes littéralement, alors pas à tous les chapitres, mais très régulièrement. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, typiquement, vous avez un chapitre qui se termine et à la page d'après, vous avez la recette des bouchées à la noix de pécan avec une très jolie mise en page qu'a fait le Cherche-Midi. Et cette saga, c'est un véritable petit bonbon. On a des enquêtes qui sont très bien ficelées, je trouve en tout cas. On a pas mal de rebondissements, pas mal de suspense. On est embarqué dès les premières pages. Et c'est un véritable régal, clairement. Donc je vous recommande très chaudement si vous n'en avez pas entendu parler. Pourtant je sais qu'on en a beaucoup entendu parler, mais c'est une véritable pépite et très gourmande surtout. Prenez à manger parce que vous allez avoir très faim en lisant cette saga. La saga suivante dont je vais vous parler, c'est un petit peu la saga pionnière du genre Cozy Mystery. C'est deux sagas même, écrites par la même auteure qui n'est autre que MC Beaton. Et donc, c'est la saga Agatha Raisin. Alors, je sais que cette saga, elle divise beaucoup. Soit on adore, soit on a beaucoup de mal. Dans mon cas, j'aime beaucoup. On suit donc Agatha Raisin, qui est un personnage assez particulier. Je vais vous lire le résumé pour que vous compreniez un petit peu mieux. Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité. Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Et donc, cette saga, c'est, comme je vous le disais, la pionnière, puisque MC Beaton a écrit cette saga il y a vraiment beaucoup d'années. Elle est donc éditée maintenant chez Albin Michel, en plus avec des couvertures très belles et incroyables, je trouve. Et en fait, dans cette saga, on a
pas mal d'humour. On a un personnage assez particulier qui est Agatha Raisin, qui a un très fort tempérament, qu'on aime ou qu'on déteste. Concrètement, c'est pour ça que je vous dis cette saga, c'est tout l'un ou tout l'autre. Euh, c'est une femme qui a beaucoup de tempérament, qui peut parfois être un petit peu exaspérante, mais qui je trouve est quand même assez attachante et qui donc va résoudre des enquêtes dans son petit village des Cotswolds. On est dans un cottage anglais, on boit du thé, on ragote sur les uns et les autres et on est clairement dans le genre du cozy mystery pour commencer avec cette saga. Et MC Beaton ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle a écrit deux autres sagas qui sont sorties chez Albin Michel aussi. Je vais vous en parler que d'une seule autre parce que la troisième, elle vient de sortir et je ne l'ai pas encore lue, donc je n'ai pas assez de recul pour vous en parler. Mais la deuxième dont je vais vous parler, c'est donc Hamish Macbeth, qui est un autre personnage qu'a créé MC Beaton, pardon. Et donc Hamish, lui, n'est pas en Angleterre, il est dans les Highlands en Écosse. C'est un policier du petit village de Lockdub, je ne sais pas si je prononce très bien. Et c'est un policier qui manque totalement d'ambition professionnelle, mais il peut cependant compter sur son intuition naturelle pour mener à bien ses enquêtes. Ses qualités lui seront bien utiles quand le corps sans vie de Lady Jane Winters, langue de vipère notoire et participant au stage de pêche à la mouche au village, est retrouvé dans la rivière. Secondé par la délicieuse Priscilla Alberton-Smith, Hamish s'immerge en eau trouble pour démasquer l'assassin. Et cette saga, c'est également une petite pépite, une petite douceur qui nous fait voyager de manière très légère en Écosse. On va suivre Hamish qui est un personnage assez flegmatique, qui est assez nonchalant, qui est un peu flemmard, hein, faut se dire les choses comme elles sont, qui est plutôt bien à ne rien faire chez lui. Il manque cruellement d'ambition, c'est écrit dans la 4e de couverture, et il va se retrouver malgré lui mêlé à cette histoire, et donc il va partir démêler le vrai du faux là aussi. Et on est sur des personnages assez clichés. Hamish lui-même est assez cliché, mais je trouve que cette saga se lit très bien. C'est léger, c'est doux. Les romans sont assez courts. Ils font en moyenne 250 pages, donc ça se lit plutôt rapidement. Et voilà, donc si vous cherchez quelque chose de léger qui vous projette un petit peu en Écosse, qui vous fera voyager, c'est l'occasion parce que le ton est léger. Les personnages sont certes caricaturaux, mais ils finissent par être un petit peu attachants aussi. Et voilà. L'autre saga dont je voulais vous parler, il m'en reste encore 4, ça va être un petit peu long, je pense. C'est L'assassin du train. Alors, c'est le nom du premier tome, mais c'est les Sœurs Mitford enquête de Jessica Fellowes, je sais pas très bien comment on prononce encore une fois. Ce n'est pas un cozy mystery à proprement parler, on est plus sur une enquête, on a moins d'humour, mais l'ambiance est telle que je le considère comme ça et je sais que je suis pas la seule. La preuve même sur Babelio dans la catégorie cozy mystery, il en fait partie. Donc je me suis dit que je pouvais l'inclure à ce top. On va suivre donc les Sœurs Mitford. On est en 1919, c'est le premier tome donc, qui s'appelle L'assassin du train. Nancy est une jeune femme pétillante et romanesque à l'aube de ses 18 ans. Louisa Cannon, sa domestique et confidente, est arrivée sous peu au service de la famille Mitford. Tout bascule le jour où elle se retrouve embarquée dans une sombre affaire, le meurtre de l'infirmière Florence Nightingale, Shore, à bord de l'Express de 15h20. S'inspirant d'un fait réel, une affaire encore non élucidée à ce jour, ce roman captivant nous emmène dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, des milieux défavorisés au faste de la high society, à travers les aventures de Nancy et Louisa, toutes deux devenues complices et bien décidées à trouver l'assassin du train. Et en fait, ce roman, en tout cas ce tome 1, pour moi c'est le parfait mélange. On a un petit côté Downton Abbey, on a un petit côté également la villa aux étoffes parce que on va suivre la vie des domestiques, on va suivre la vie des maîtres, les liens entre les deux, comment Louisa interagit avec Nancy, elles vont créer des liens et une sorte d'amitié même si leurs statuts sociaux sont différents. On va avoir vraiment
beaucoup de descriptions d'ambiance qui nous projettent totalement dans l'univers. Et à la fin, on va avoir une partie enquête qui est relativement intéressante, elle aussi, qui est bien ficelée, qui a du rythme. Mais pour moi, c'est pas le cœur de ce roman. Le cœur, c'est vraiment l'ambiance et les relations entre personnages, mais c'est un petit plus d'avoir cette enquête. Et c'était... Eh ben coucou Loulou. C'était une super découverte, donc j'ai hâte. Je vais lire le tome 2, qui est, je crois, le Gang de la Tamise, qui a une couverture un petit peu prune. Et je pense le lire cet automne. Il est dans ma pile à lire d'automne parce que j'avais adoré celui-ci que j'ai lu donc l'année dernière, je crois, ou en tout début d'année. Il me semble que c'était l'année dernière, en fin d'année. Et pour moi, voilà, c'est vraiment le roman d'automne par excellence. Il fait gris, le manoir est sombre, il fait humide, il fait froid. Les feuilles mouillées envahissent le sol et voilà. Et cette atmosphère, elle est incroyable. Et voilà, comme je vous le disais, c'est un vrai mélange entre Downton Abbey, La Villa aux Étoffes et un petit côté Agatha Christie aussi parce qu'on a une enquête et qu'on évolue dans un manoir et voilà, voilà. Ça, c'était donc l'avant-dernière saga dont je voulais vous parler. En fait, je vous ai dit une bêtise, il n'y en avait pas 4, il y en avait 3. Non, il y en avait 4. Je n'ai rien dit. L'autre saga, c'est une saga que j'ai terminée tout récemment dont j'ai terminé le premier tome tout récemment et que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Je vous en ai parlé dans le vlog en question. C'est Son espionne royale mène l'enquête de Rhys Bowen. Et donc, dans ce premier tome de saga, nous allons suivre Georgie qui appartient à la famille royale britannique, qui est 34e dans l'ordre de succession au trône. Et Georgie, elle a beau appartenir à la famille royale, elle est sans le sou. Ça ne veut pas dire voilà, que tous les membres de la famille royale sont très riches et ont des privilèges. Elle, dans son cas, pas du tout. Et donc, elle va se débrouiller un petit peu pour survivre en essayant de travailler de manière déguisée parce que sa condition ne lui permet pas de travailler. Elle fait partie de la noblesse de la famille royale, donc ce n'est pas des choses qui se font. On est en 1932. Un morceau de carton collé. On est en 1932, donc vous vous imaginez bien que les us et coutumes sont bien différents de ceux de nos jours. Et Georgie va être missionnée par la reine pour enquêter sur la relation de son fils, donc le fils de la reine, avec une certaine américaine. Donc c'est une fiction, mais il y a quelques petites choses inspirées, à mon avis, de faits réels. Elle va donc être missionnée par la reine pour enquêter là-dessus. Mais en parallèle, il va y avoir une autre histoire. Il va se passer pas mal de choses qui vont concerner Georgie directement. Et puis elle va être obligée d'enquêter aussi. On a beaucoup de suspense, je peux difficilement vous en dire plus, mais moi cette saga, elle m'a énormément surprise parce qu'on a beaucoup de suspense, on a beaucoup d'humour vraiment, et de l'humour qui nous fait vraiment rire, pas seulement sourire. On a des situations très cocasses et un personnage de Georgie qui est fabuleux, je trouve, parce que Georgie, elle est pétillante, elle est très maladroite aussi, elle est très directe. Et elle a un côté un petit peu intrépide où elle va s'affranchir des codes de son statut social pour partir un petit peu à la découverte du monde. Elle a une amie, Belinda, qui est aussi barrée qu'elle, voire même plus barrée encore qu'elle. Et à elles deux, elles vont former un duo assez sympa. Et voilà, c'est une très belle découverte parce qu'on a un côté enquête, mais on a vraiment un côté humour et puis tout un côté ambiance aussi, puisqu'on est en plein dans le Londres des années 30. Et donc voilà, c'est un véritable régal. Le 7e Cozy Mystery dont je vous parle dans cette vidéo, c'est Cottage Phantom et Guet-apens de Anne Granger. Anne Granger, elle a écrit pas mal de livres, notamment les enquêtes de Lizzie Martin, qui je crois, ont fait son succès. Mais elle a également écrit cette autre saga. Celui-ci est le premier tome. Il est suivi par le tome 2 qui s'appelle Manoir, Magouille et Coq au vin, si je ne vous dis pas de bêtises. Il est... non, je crois que c'est ça. Il est violet en termes de couverture. Celui-ci donc est bleu et vert. Et
je vous lis le résumé. Je pense que ce sera plus simple. En plus, je l'ai lu il y a un moment, donc j'aurai un petit peu de mal à vous faire un résumé assez détaillé. Donc, Lucas Burton déteste la campagne, de la boue, du fumier, des charognes, et c'est tout. Il a bien raison. En se rendant pour affaire dans une ferme abandonnée au milieu de nulle part, il tombe sur le cadavre d'une jeune fille. Et ce n'est que le début. Penny Gower, qui travaille au centre équestre du coin, a vu sa Mercedes grise quitter les lieux du crime. Les choses commencent à sentir le roussi pour Lucas. L'inspectrice Jess Campbell est chargée de l'enquête, mais entre l'absence de pistes solides et son nouveau commissaire Ian Carter qui la surveille en permanence, elle est sous pression. C'est alors qu'on découvre un nouveau cadavre. Et j'avais pas mal aimé cette saga. C'est une de celles que je pense j'avais le moins aimé par rapport à toutes celles que je vous ai présentées précédemment. Mais j'avais quand même passé un agréable moment. On a une enquête, on est dans la campagne, humide encore une fois. Il pleut à verse, on a de la boue, on est au milieu d'une ferme. Avec un citadin qui déteste la campagne, qui d'ailleurs est un personnage exécrable. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'avais eu à chaud un petit hic avec cette lecture, c'est que ce personnage, alors c'est pas du tout le personnage principal, c'est pas l'enquêteur, mais il était relativement exécrable. Bref, il n'est que personnage secondaire dans cette enquête. Et j'avais quand même trouvé ça très sympa puisque il respecte tous les codes du genre et j'avais passé un agréable moment. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres sagas qui mettent en scène davantage de personnages et des personnages parfois très 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 attachants, c'était un petit peu en dessous. Mais j'avais quand même passé un agréable moment. Donc voilà, Cottage, Fantôme et Guet-apens de Anne Granger. Et il ne m'en reste plus qu'un. Je me suis totalement perdue dans les chiffres, sachant que j'ai mes piles de livres à mes pieds. Je vous montre, il y en a littéralement partout. Et il y en a deux comme ça. L'autre, et enfin le dernier dont je voulais vous parler, c'est lui aussi un livre que j'ai découvert très récemment, donc c'est un tome 1 évidemment. C'est Un squelette dans le placard de Lee Strauss. C'est le premier tome des enquêtes de Ginger Gold. Et donc Ginger Gold, c'est une jeune veuve qui a passé plusieurs années en Amérique. Elle vivait à Boston, mais elle est anglaise à la base. Et elle décide de revenir à Londres pour régler la succession de son père, son défunt père, donc, qui est décédé assez récemment. Et Ginger doit gérer donc le testament, pas nécessairement le testament, mais elle a hérité en gros de sa maison familiale qui s'appelle Artigan House. Et donc elle décide de revenir à Londres pour un petit peu régler, déjà rouvrir cette maison qui a été fermée pendant plus de 10 ans et essayer de régler un petit peu la succession de son père. Sauf qu'elle va avoir la mauvaise surprise en arrivant à Londres, elle et son majordome, de découvrir que un cadavre se cache dans le grenier de cette maison, donc la fameuse Artigan House, qui est la maison dans laquelle elle a grandi avant de partir vivre aux États-Unis. Et donc en fait va se poser la question de qui est ce cadavre, depuis combien de temps est-il là, et relativement longtemps apparemment, plus de 10 ans. Et donc Ginger va essayer d'enquêter, accompagnée par un policier, un inspecteur principal notamment, avec qui elle a des liens assez particuliers puisque c'est un ami à elle. Et donc elle va enquêter un petit peu avec lui, mais bien évidemment elle va enquêter toute seule aussi pour essayer de comprendre ce qu'il a bien pu se passer. Est-ce que son père, à qui elle vouait un certain culte, était impliqué dans cette affaire? Elle est persuadée du contraire et donc elle veut s'investir pleinement dans cette enquête pour être capable de prouver l'innocence de son père, même s'il n'est plus en vie à ce moment-là. Et donc, elle va découvrir que la personne qui est décédée était présente à une soirée organisée chez son père 10 ans auparavant. Et donc, elle va se décider à faire la lumière sur cette histoire. Et pour cela, rien de mieux, elle va organiser la même soirée avec les mêmes convives que 10 ans auparavant. Sauf bien évidemment cette personne décédée et son père qui n'est plus là non plus. Et le petit problème, c'est que pendant cette soirée, un nouveau meurtre va être commis. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un livre qui se lit très vite. On a 280 pages. C'est assez addictif. On a
On a pas mal d'humour aussi, on est dans le Londres des années 20, l'histoire se passe donc dans les années 20, mais on va avoir quelques petits retours en arrière dans les années plutôt 10-15. Et voilà, on a beaucoup de décors, on a beaucoup d'ambiance dans ce Londres des années 20, avec notamment les camps d'Iraton, les ragots, la bienséance, les bonnes manières, le fait de ne pas recevoir n'importe qui chez soi, de préserver l'honneur de sa famille. On est complètement là-dedans avec ce tome-là. Et c'était une très belle découverte, donc je pense que pareil, je poursuivrai avec la lecture du tome 2 quand il sortira. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera envie de débuter les Cozy Mysteries si vous ne connaissez toujours pas ce genre. Si vous avez peur de vous lancer aussi, je pense que je vous ai présenté suffisamment de titres pour vous donner envie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, moi je suis ravie de vous parler de ce genre-là que j'affectionne particulièrement. C'est un genre que j'ai découvert assez récemment, comme beaucoup, et dont je serais incapable de me passer aujourd'hui parce que j'aime beaucoup alterner mes lectures, lire un thriller, lire une romance et entre les deux, lire un cozy murder parce que on est à mi-chemin entre les deux. Souvent on a une enquête, un petit peu de romance, un petit peu d'humour, ces paysages anglais ou même parfois américains qui nous dépaysent. Et voilà, c'est des lectures un petit peu légères qui permettent de s'échapper de la réalité. Et voilà, moi c'est ma petite douceur, donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce genre. Et si vous en lisez déjà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos Cozy Mysteries préférés, sachant que je n'ai pas tout présenté, il m'en reste encore beaucoup à lire. Et voilà. En attendant, du coup, j'espère vous avoir donné de nouvelles suggestions de lecture et puis je vous dis à la prochaine.